Salut les artistes, comment allez-vous? Alors comme prévu, vous l'attendez depuis un bon moment maintenant, voici la review de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Alors comme je risque de répéter souvent le nom de cette caméra dans cette vidéo, on va plutôt se contenter de 6K Pro, ça sera plus simple. Alors ça fait maintenant environ 2 mois que je l'ai entre les mains, je vous ai fait attendre un petit peu par rapport à la review parce que je voulais avoir une véritable expérience, je voulais faire quelques tournages pour la tester et vous l'avez vu, les 2 derniers reportages sur ma chaîne ont été filmés avec la 6K Pro. D'ailleurs, je vous ai fait à chaque fois un making-of, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si ce n'est pas encore fait. Alors il faut savoir que je n'avais pas testé la version 4K ou 6K auparavant, donc c'est vraiment une découverte pour moi cette caméra et de manière générale, eh bien l'univers Blackmagic. Donc j'ai essayé de creuser un peu les choses, de pousser mes tests le plus loin possible pour vous apporter un maximum d'informations et qu'à la fin je puisse avoir répondu peut-être aux doutes ou aux questions que vous aviez sur cette caméra. Mais n'oubliez pas quand même, à chaque fois je vous propose une analyse, un point de vue subjectif qui est mien, et évidemment les choses qui sont importantes pour moi dans une caméra, c'est peut-être pas la même chose pour vous. Alors dans cette série de caméras, il y a 3 boîtiers, donc la Pocket 4K, la Pocket 6K et la version 6K Pro qui est la plus récente. La version 4K, elle possède un capteur 4 tiers et une monture 4 tiers. La version 6K et 6K Pro, elles ont un capteur Super 35 avec une monture EF, donc Canon. Alors on va commencer par parler de l'ergonomie de cette caméra. Et c'est la première chose qui va vous choquer ou peut-être vous surprendre, surtout si vous avez l'habitude de travailler avec des appareils photo, réflexe, hybride. La 6K Pro, c'est quand même un boîtier assez imposant. Je vous la montre à côté d'un A7 III, tu vois que c'est pas du tout le même gabarit. Et ça, ce n'est que le corps à nu. Si on rajoute à ça le grip batterie, là on a quelque chose d'encore plus imposant. Donc oui, au début ça surprend un peu, mais quand on la prend en main, elle fait pas si lourde que ça. Bon, elle fait quand même 1238 grammes, mais je trouve que le poids est bien réparti. En plus, le grip est plutôt dense, on a vraiment une bonne prise en main. Il y a éventuellement le retour pour le pouce qu'on peut trouver un peu rigide, peut-être un peu, ça manque de confort à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, on a un bloc bien robuste. Et puis moi personnellement, pendant mes reportages, j'avais une cage, j'avais une top handle, donc j'ai assez peu tenu la poignée sur le côté. On remarque aussi qu'il y a différentes sorties pour la ventilation. On en a 2 au sommet et une sous la caméra. D'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que quand tu tiens la caméra à main levée comme ça, avec la main gauche qui vient un peu sous la caméra pour tenir l'objectif, tu as la sortie des ventilateurs qui arrive sur la main, donc tu sens l'air chaud, ça peut monter un petit peu en température, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Après, encore une fois, moi la caméra, je l'ai beaucoup utilisée avec tout un tas d'accessoires, j'avais la cage, des rails, j'avais un follow focus, donc j'avais pas forcément la main qui arrive juste en dessous du boîtier avec cette sortie des ventilateurs. Donc moi, ça m'a pas du tout gêné pendant mes tournages. Ensuite, sous le boîtier, on a désormais 2 points de montage 1/4 pouce. Donc ça, c'est très bien, c'est professionnel. Le plateau, il sera bien fixé, ou même si vous la mettez dans la cage, par exemple la cage Small Rig que moi j'ai utilisée, eh bien on a ces 2 points de montage qu'on va pouvoir utiliser pour avoir un ensemble bien rigide et bien fixe. Et puis au sommet de la caméra, on a encore un autre point de montage 1/4 pouce. Ça peut nous permettre de fixer par exemple un micro ou un moniteur. Par contre, je vous le conseille pas avec une poignée parce que c'est pas vraiment très solide. La poignée, il faut toujours la mettre sur la cage qui englobe la caméra. En fait, ce point de montage, c'est surtout bien, un autre point de montage supplémentaire pour une cage, parce que par exemple avec la cage Small Rig, on a 2 points de montage en dessous, mais aussi un point de montage au-dessus. Personnellement, j'aurais peut-être préféré avoir plutôt une prise sabot. En tout cas, moi, par rapport aux accessoires que je possède, micro, adaptateur pour moniteur, c'est plutôt voilà, des prises flash. Alors au niveau des cages, moi je vous l'ai dit, hein, j'ai testé surtout la cage Small Rig, mais il y a aussi la marque Tilta qui a sorti il n'y a pas très longtemps tout un tas d'accessoires dédiés également à la 6K Pro. Donc voilà, entre ces 2 marques, je pense que vous avez pas mal de choix. Au niveau du viseur, il est en option, il n'est pas inclus de base avec le pack. Il coûte environ 489 € hors taxe, donc c'est quand même un petit investissement. Alors pour l'installer, il faut dévisser puis enlever le petit cache en plastique pour dévoiler la connectique. Puis on vient l'installer très simplement. Donc le viseur, il possède un écran OLED en couleur avec une résolution de 1280 par 960 avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 images par seconde. On peut aussi régler la dioptrie et ce qui est bien, c'est qu'ils ont intégré une mire pour régler précisément le viseur à notre vue. Ils fournissent également 4 types d'œilletons, plus ou moins grands selon vos préférences, et puis le viseur est inclinable jusqu'à 70%, donc ça c'est assez pratique. Moi, vous le savez, jusqu'à présent,
présent, j'utilise assez peu le viseur. Et puis là, sur la Sika Pro, on a quand même un bon écran qui est très lumineux, qui est plutôt de bonne qualité. Donc voilà, moi je me suis principalement servi de cet écran ou d'un moniteur externe. Alors justement, la Sika Pro possède un écran 5 pouces, c'est du 1920 par 1080. Et la différence par rapport à la version Sika, c'est que celui-ci est beaucoup plus lumineux. Il va pouvoir monter jusqu'à 1500 nits. Personnellement, je n'ai pas eu de problème à l'utiliser en extérieur et même en plein soleil. C'est également un écran tactile, ce qui va rendre la navigation très simple. D'ailleurs, j'adore la fonction qui permet d'afficher ou non les displays de la caméra, juste finalement en balayant le doigt sur l'écran. Tu peux sélectionner directement les ISO sur l'écran, pareil pour le shutter, la balance des blancs. Tu peux directement accéder au réglage audio. Bref, c'est plutôt très intuitif comme utilisation, je trouve. Alors si vous avez suivi depuis sa sortie les différentes reviews de la Sika Pro sur internet, il y a un problème qui est remonté assez régulièrement au niveau de l'écran. Il doit avoir un petit souci de calibration et la plupart des créateurs ont relevé un écran un peu trop froid, un peu trop bleuté. Et ça a été le cas aussi de l'unité que j'ai. Donc oui, ça en principe c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver sur un produit de cette gamme, mais la marque a quand même assez vite réagi et dans un des firmware qui a suivi, ils ont proposé une option pour recalibrer l'écran manuellement. On a un gris neutre avec un blanc de référence et puis on peut corriger la température et la teinte de l'écran. Et puis bon, après si vous avez fait une petite erreur de balance des blancs au tournage, si vous avez filmé en RAW, ça se modifie très facilement en post-production. Ensuite, au niveau de la batterie, c'est la partie où il y a du changement par rapport aux versions précédentes. Désormais, on peut l'utiliser avec les NPF 570. Elles ont une autonomie supérieure au Canon LPE6. J'ai testé une charge pleine avec une NPF 570 officielle, elle a une capacité de 3500 mAh. J'ai laissé tourner la caméra en 6K bi-RAW avec la compression 12 par 1 et la batterie a tenu environ 54 minutes, ce qui est quand même pas trop mal vu la résolution dans laquelle la caméra était en train de filmer. Et pour info, ce Rush, il avait un poids de 217 Go. Donc voilà, c'est déjà pour vous donner une petite idée, mais on va reparler du stockage et des poids des fichiers tout à l'heure. Ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement. Donc ça, c'est parfait pour du broadcast, de la captation, et j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait de surchauffe. En tout cas, pendant mes reportages, j'ai filmé toute la journée et voilà, je n'ai eu aucune surchauffe. Alors ensuite, on peut également utiliser la caméra avec le grip batterie. Alors je rappelle, il n'est pas inclus dans le pack de base, il faut l'acheter séparément. On le trouve aux alentours de 155 €. Pour l'installer, c'est très simple, il faut enlever le cache sous la caméra, il y a juste une petite vis à enlever. D'ailleurs, c'est assez bien fait pour ne pas perdre ce cache et la vis, on peut le fixer sur la partie correspondante du grip. Ensuite, il suffit de bien aligner le grip avec la caméra. Alors ce qui est bien avec ce grip, c'est qu'il ne prend pas la place de la batterie dans la caméra, donc on peut avoir au total jusqu'à 3 batteries. J'ai fait le test avec 3 batteries pleines, toujours en 6K bi-RAW 12 par 1, la caméra a filmé pendant 2 heures et 49 minutes, donc ça c'est génial pour du live ou pour de la captation un peu longue. On peut aussi brancher la caméra sur secteur via son port DC 12 volts. D'ailleurs, le câble est fourni de base avec la caméra, ça permet d'alimenter le boîtier et de recharger la batterie ou les 2 batteries du grip. Alors quand la caméra est allumée, elle sera alimentée uniquement par la source externe, ou si on débranche la source d'alimentation externe, la caméra repasse automatiquement sur les batteries. Alors quand la caméra est éteinte, on peut recharger la batterie en interne via l'USB-C. Ça permet d'utiliser un power bank par exemple. Par contre, il ne fonctionnera pas quand la caméra est mise sous tension. Autre détail qui pourrait être intéressant d'avoir sur cette caméra, c'est le pourcentage de batterie. Là, on a juste un symbole, enfin on a 3 barres, et c'est vrai qu'un pourcentage, c'est quand même plus précis. Ensuite, au niveau du stockage mémoire, il y a 3 façons d'enregistrer les données. Dans la poignée de la Sika Pro, il y a 2 emplacements, un pour carte SD et un autre pour carte CFast 2.0. Et puis enfin, tu peux aussi utiliser le port USB-C pour enregistrer directement sur un disque externe, de préférence un SSD, le disque doit être suffisamment rapide. Et du coup, pour ne pas faire d'erreur dans le choix des supports de stockage, je vous conseille d'aller voir la liste des supports compatibles sur le site Blackmagic. Il y a une liste pour les cartes CFast recommandées, pour les cartes SD recommandées et pour les disques durs externes. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais partagé en story, j'ai eu un petit problème avec un des disques durs. J'avais acheté un Samsung T5, j'en utilisais déjà depuis quelques temps pour le montage. Et là, au bout d'un moment, avec la Sika Pro, j'ai eu un problème. L'enregistrement s'arrêtait, mais en fait, il se bloquait complètement. Il faisait pas que de s'éteindre, il était complètement bloqué. Et à chaque fois, j'étais obligé de redémarrer la caméra ou de formater le disque dur. Mais voilà, le problème avait vraiment l'air de venir du disque dur. Au bout d'un moment, mon PC le reconnaissait même plus, j'arrivais plus à le formater. Enfin bref, il y avait un problème avec le disque, donc je l'ai échangé. Et le T5 de remplacement, le nouveau, lui, il fonctionnait sans problème. Mais au cas où, j'avoue que ça m'avait un petit peu refroidi, j'avais pris un disque dur de la marque Angelbird
Et puis j'avais également pris deux cartes CFast, une de 512, une de 256 Go, toujours de chez Angelbird. Alors ça coûte cher, c'est clair, c'est vraiment un investissement, mais je pense que ça en vaut la peine. Moi pour mes deux reportages, j'ai utilisé uniquement voilà, ces deux cartes CFast et une fois un petit peu le disque externe, et ça a bien fonctionné, j'ai pu filmer en 4K plein capteur, peu importe le type de compression, donc ça c'était quand même plus rassurant. Alors ensuite, pour savoir quelle capacité de carte ou de disque choisir, j'ai fait un test, j'ai testé le poids des différents formats et débit, parce que le RAW ça pèse quand même assez lourd, et encore plus quand vous filmez avec une résolution 6K. Ça va dépendre aussi du type de qualité choisi. Alors pour ceux qui découvrent un peu l'univers Blackmagic, je vais détailler un peu. On a deux paramètres possibles, soit le débit constant, soit la qualité constante. Débit constant, ça veut dire qu'il va maintenir la même quantité d'informations sur chaque plan sans faire de différence. Il ne va pas dépasser un débit de données spécifique. Alors que pour qualité constante, là le débit est variable. Il va s'adapter à la complexité de votre scène. Ça peut être intéressant, mais l'inconvénient c'est qu'on a une taille de fichier qui est imprévisible. Parfois il sera plus léger qu'un fichier à débit constant et parfois il sera beaucoup plus lourd. Et ensuite Blackmagic propose aussi différents débits de compression pour son RAW. En débit constant on a 4 compressions, on a du 12:1, du 8:1, du 5:1 et du 3:1. Alors le ratio 12:1 par exemple, ça veut dire que par rapport à un fichier RAW non compressé, là le fichier sera compressé 12 fois. Ça veut dire que là le fichier sera 12 fois plus léger. Donc 12:1 c'est la compression la plus grande et 3:1 c'est la compression la plus légère. Donc j'ai refait le test avec chaque compression avec les mêmes réglages, donc 6K plein capteur avec une cadence à 25 images par seconde, et à chaque fois j'ai fait des prises de 10 minutes. Voici les résultats. Donc évidemment ça monte très vite, rien que déjà pour la compression 12:1 on est à 39 Go pour un enregistrement de 10 minutes. Mais tu vois, en comparaison, le 3:1, lui, il est à 158 Go. Donc quoi qu'il arrive, il vous faudra beaucoup de mémoire au niveau de votre carte SD, de votre CFast ou de votre disque dur externe. J'ai fait aussi le test avec la qualité constante. J'ai filmé la même scène, c'est en extérieur. Tu vois que ça varie, certaines compressions sont un peu inférieures au débit constant et d'autres sont supérieures. Donc déjà, ça vous donne un point de référence pour savoir quel format, quel codec, quel débit vous allez utiliser et combien de mémoire vous allez avoir besoin. J'ai fait aussi le test avec l'Apple ProRes, j'ai fait le test avec la 4K DCI. Là, on a des poids de fichiers bien inférieurs au RAW Blackmagic, mais on est aussi dans une résolution inférieure. Donc voilà, comme ça, vous avez un élément de référence. Honnêtement, il ne faudra pas lésiner sur le support de stockage. 128 Go, c'est vraiment le minimum pour les cartes. Je vous recommande plutôt du 256 Go, surtout si vous filmez en 6K bi-RAW, d'autant plus qu'il faut aussi avoir une carte suffisamment rapide. Par exemple, avec les SanDisk Extreme Pro, j'ai fait le test, tu peux filmer en 6K, mais uniquement en compression 12:1. Avec les autres compressions, on va avoir des pertes d'image. D'ailleurs, je vous invite à activer la fonction dans le boîtier qui permet de stopper automatiquement un enregistrement quand le boîtier repère qu'il y a des pertes d'image. Ça permet de savoir si notre carte est suffisamment performante et puis ça évite de continuer à filmer une prise qui sera inutilisable. Après, j'ai testé aussi la carte Sony série G qui a un débit d'écriture à 299 mégabits par seconde. Elle arrive à supporter toutes les compressions du bi-RAW. Par contre là, moi la capacité de ma carte c'est du 64 Go et ça sera pas du tout suffisant pour filmer tout un reportage en 6K. Alors généralement, la plupart des gens vont opter pour l'option du SSD, surtout depuis quelques années, le prix des SSD a bien baissé. Ça permet d'avoir une grande capacité de stockage avec un bon débit d'écriture. Alors le SSD qui est à la mode, c'est le Samsung T5. Alors il y a aussi la version T7. Il y a la version d'1 Tera pour le T5, tu peux la trouver aux alentours de 130 €. Et donc c'est pas vraiment grand chose parce qu'une carte d'1 Tera, je peux vous dire, ça coûte beaucoup plus cher. Après, personnellement, j'avais entendu beaucoup de bien des cartes CFast 2.0 de chez Angelbird, notamment David de la chaîne Monsieur Caméra qui en était bien content. Du coup, moi j'ai opté aussi pour cette option. Alors ensuite, au niveau des connectiques, de haut en bas, on a un port micro jack 3.5, une entrée casque, un port HDMI qui prend en charge du 1080 en 422 10 bits en HDR. On a aussi une entrée d'alimentation, un port USB-C, deux entrées audio XLR, c'est du mini XLR. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la version 4K et 6K qui possédait une seule entrée audio XLR. Ensuite, je vous parle un peu des menus. Pour moi, c'est vraiment un des points forts de cette caméra. Ils sont totalement différents de ce qu'on trouve chez les autres marques. Ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus intuitifs. Déjà, quasiment tous les contrôles s'effectuent via le tactile. Je suis vraiment très fan des displays qui s'affichent à l'écran. On a toutes les infos nécessaires et ils sont bien visibles. On a la cadence d'image, le shutter, l'iris, le timecode, les ISO, la balance des blancs, la teinte, le niveau de batterie, un histogramme, le rec, les supports de stockage et les niveaux audio. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut appuyer sur un de ces paramètres pour activer l'affichage semi-transparent.
ça évite d'avoir à retourner dans les menus. Et là, tout de suite, on accède au réglage du paramètre en question. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, si on ne veut pas les displays, on a juste à balayer verticalement l'écran pour les faire disparaître. Ensuite, on a le menu de navigation. Il y a 6 onglets. Tu vois qu'on distingue clairement quelle option est activée ou non. Donc là, on est dans l'onglet enregistrer. On va pouvoir choisir le codec, le niveau de qualité, la résolution. Ensuite, sur la partie suivante, on a la plage dynamique, la fréquence d'image. On peut choisir le support d'enregistrement. Et puis, c'est là qu'il y a l'option pour stopper l'enregistrement si on a des pertes d'image. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée au menu de la Blackmagic 6K Pro. Donc voilà, je suis vraiment très fan des menus de cette caméra. D'ailleurs, quand le rec est lancé, on peut toujours accéder au réglage de la caméra. On peut modifier les ISO, la température de couleur ou encore aller dans le menu. Après, il y a aussi des commandes intéressantes sur le boîtier. Sur la poignée, on a le rec et on a aussi un deuxième bouton d'enregistrement devant. On a une commande de capture d'image fixe. Ça va prendre une photo au format DNG non compressé de 21,2 mégapixels. Donc c'est quand même bien pratique, même si ce n'est pas un appareil photo. Tu peux quand même prendre en image ta scène si tu veux faire un post pour les réseaux sociaux ou autre. Ensuite, tu as une commande pour contrôler les ISO, une commande pour l'obturateur, un bouton pour la balance des blancs. Toujours sur l'épaule droite, il y a aussi 3 boutons fonctions. Moi, je les ai paramétrés pour activer les zébras, la lutte et le focus picking. Ensuite, sur la face arrière, on a la commande pour les filtres ND. On a le bouton Iris, ça va ajuster automatiquement l'exposition avec le paramètre d'ouverture. On a un bouton de mise au point, je vais expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Il y a une commande HFR pour passer d'une fréquence d'image à une autre. Il y a un bouton de zoom, une loupe pour la mise au point. Ensuite, c'est le bouton menu et puis on a enfin le bouton de lecture. Donc voilà pour les commandes présentes sur la 6K Pro. Ensuite, on l'a dit en début de vidéo, on est sur un capteur Super 35 avec une résolution de 6144 par 3456. Ils ont fait le choix de la monture EF. On pourrait critiquer ce choix en se demandant pourquoi ne pas avoir choisi la monture la plus récente, la monture RF chez Canon. Après, comme elle a un tirage mécanique plus faible, je ne sais pas si ça aurait été physiquement possible avec la 6K Pro, d'autant plus qu'elle doit intégrer les filtres ND qui prennent aussi de la place. En tout cas, la monture EF est encore d'actualité. Ça reste un des parcs optiques les plus développés du marché. Beaucoup de marques conçoivent encore des objectifs dans cette monture. Ensuite, la caméra, elle offre une plage dynamique d'environ 13 diaph. Au niveau de la plage ISO, elle s'étend de 100 à 25 600 ISO. Et là, la 6K Pro, elle possède un dual ISO, donc une valeur à 400 et une valeur à 3200. Mais en fait, ces valeurs, elles représentent plutôt une plage de sensibilité. En fait, il y a 2 circuits sur cette caméra. Ce n'est pas comme certaines marques où quand tu passes à un certain ISO, tu as une nette diminution du bruit, une réduction du bruit qui se voit à l'écran. Là, en fait, ce qu'ils appellent ISO natif à 400, ça représente la plage de sensibilité de 100 à 1000 ISO. Et l'ISO natif à 3200, ça représente la plage de 1250 à 25 600 ISO. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ces 2 circuits, ils correspondent à une sensibilité de capteur, on va dire, différente. Et ce qui est très intéressant et qu'on ne sait pas toujours, c'est que la plage dynamique évolue en fonction de la valeur ISO sélectionnée. La marque présente un graphique qui illustre la répartition de la plage dynamique en fonction de la sensibilité. Tu vois qu'il y a des différences importantes. Il n'y a pas une seule valeur de la sensibilité ISO qui a la même plage dynamique. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je pense que je ferai une vidéo là-dessus avec plusieurs exemples. Ce qu'il faut retenir selon moi, c'est qu'il vaut mieux éviter les valeurs extrêmes de chaque circuit en fonction bien sûr de la scène que vous allez exposer. Par exemple à ISO 100, la partie de la plage dynamique pour les hautes lumières, elle est seulement de 3,9 diaph et pareil pour 1250 ISO, elle est à 4,3 diaph. Ce qui veut dire si vous avez beaucoup de haute lumière dans votre scène, vous allez écréter rapidement, vous allez perdre des informations, donc il vaudrait mieux éviter ces valeurs. Par contre, si vous avez une scène en basse lumière, la plage de 100 à 640 ISO sera plus intéressant en basse sensibilité, même si au final en réalité on n'utilise pas trop ces valeurs parce qu'on a besoin d'exposer correctement notre scène et on n'a pas tous les moyens de le faire via des projecteurs puissants. Par contre, en basse lumière, il vaut mieux éviter 800 ISO, 1000 ISO et plutôt passer directement à 1250. Parce que là, on va passer sur le deuxième ISO natif et celui-ci sera plus adapté en basse lumière. Je vous ai comparé un plan à 1000 ISO avec un plan à 1250 ISO. Évidemment, je n'ai utilisé aucune réduction de bruit, j'ai juste étalonné le RAW Blackmagic. Alors en plan large, ça se voit pas trop, on a du mal à voir les différences. Par contre, avec le zoom à 300%, là on commence à voir une différence. L'image à 1000 ISO me semble avoir un peu plus de grain, notamment du bruit de chrominance. Il a l'air plus présent qu'à 1250 ISO. Ça se remarque surtout dans les zones sombres de l'image. Il vaut mieux privilégier 1250
450 ISO. Mais il faut pas oublier qu'au niveau des hautes lumières, ça va écrêter plus rapidement. Donc il faut bien choisir sa valeur en fonction de sa scène. Après, prenez aussi en compte que pour ces tests d'ISO, j'ai filmé en 6K avec la compression 12:1. La compression peut jouer aussi un peu sur le bruit. En principe, avec des compressions plus légères, le signal sera moins dégradé. Après, de toute manière, le RAW a tendance quand même à avoir du bruit naturellement, donc il vaut mieux toujours utiliser une réduction de bruit. Et pour tous ceux qui utilisent DaVinci Resolve version studio, il y a une superbe option de réduction de bruit. Ça peut vous permettre d'utiliser un ISO un peu plus élevé. Personnellement, de ce que j'ai testé, j'éviterai de passer au-delà de 5000-6400 ISO. Après, le bruit devient quand même assez présent. Et d'ailleurs, après 6400 ISO, l'amplitude de la plage dynamique diminue. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Alors ensuite, la 6K Pro elle dispose de plusieurs résolutions. Je vous les affiche tout à l'écran et je vous mets aussi la cadence d'image maximale supportée dans chaque résolution. Autre élément important à savoir, il y aura un crop en fonction de la résolution sélectionnée. Il y a uniquement en 6K que la caméra utilise tout son capteur. Ensuite, elle va passer en mode window. Donc ça, c'est un mode qui utilise uniquement la quantité de pixels nécessaire pour la résolution sélectionnée. L'image n'est pas redimensionnée sur tout le capteur. Donc je te montre concrètement le niveau de crop à chaque fois. Je n'ai pas changé la position de la caméra, elle se trouve toujours à la même distance du sujet. En tout cas, je suis vraiment très fan de l'image qu'on peut produire avec cette caméra. Vous avez vu mes reportages, personnellement je suis très content du résultat. J'avais filmé en 6K plein capteur en RAW Blackmagic et on a vraiment plein d'informations pour l'étalonnage. Ensuite, j'ai voulu voir s'il y avait une grande différence au niveau de la qualité d'image et du détail entre les différents types de compression. Alors là, j'ai testé que le RAW Blackmagic avec les différentes compressions du débit constant. En plan large, il n'y a rien de franchement flagrant, je trouve, il y a peu de différence. Après, j'ai fait un zoom à 400% et là, si on compare le 12:1 avec le 3:1, il y a peut-être une petite différence au niveau du détail. Mon visage a l'air un peu plus net avec le 3:1 et il y a peut-être un peu moins aussi de grains et de fourmillements. C'est assez léger, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Après, sur YouTube, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ensuite, j'ai refait le test dans une autre scène. On est en intérieur avec une entrée de jour. Là, j'ai appliqué un léger étalonnage juste pour avoir une image à peu près propre. Encore une fois, en plan large, il n'y a rien de flagrant, il n'y a pas de différence qui saute à l'œil. Même chose avec les 4 compressions à l'écran. Sans zoom, on ne remarque pas grand-chose. Ensuite, j'ai refait un zoom à 400% et j'ai la même impression que tout à l'heure. Si on regarde le 12:1 avec le 3:1, il y a une petite différence de détail dans l'image. Le 12:1 a l'air d'avoir plus de grains. L'image a l'air un peu plus bruitée que le 3:1. Après, là, on est d'accord, ce sont des tests rapides. Il faudra approfondir évidemment les tests pour aller plus loin. Et en fait, le mieux, c'est de faire des tests par vous-même pour voir quel est le type de compression qui vous intéresse le plus et surtout et aussi au niveau du poids de fichier. Après, la compression, comme on vient de le voir, elle n'a pas tant d'impact que ça sur la qualité d'image, mais elle aura plutôt un impact sur la quantité d'informations qui sera disponible pour la post-production, l'étalonnage ou pour des effets d'incrustation. Au niveau de la vitesse, il est possible de monter à 50 images par seconde en 6K avec le codec Blackmagic RAW tout en restant sur le plein capteur. Pour monter à 60 images par seconde, il faut passer sur le mode window. Donc là, il y aura un recadrage en fonction de la résolution sélectionnée. Pour filmer à 120 images par seconde, il faut passer en 2,8K avec le mode window. Là, on a un crop x2, donc on a un recadrage assez important, mais il nous donne la possibilité de filmer à 120 images par seconde. Par contre, le 120 images par seconde n'est disponible uniquement via l'enregistrement off-speed. Ça veut dire que la vidéo sera ralentie dans votre boîtier, vous n'aurez pas à le faire en post-production. Ça dépendra aussi de la fréquence d'image du projet que vous aurez choisi. Ce qui est bien sur le boîtier, le bouton HFR permet de switcher rapidement entre la fréquence d'image du projet et la fréquence d'image off-speed. Donc voilà grosso modo pour la vitesse. On pourrait espérer peut-être dans une prochaine version avoir du 120 images en 4K, peut-être pas en 6K mais au moins en 4K. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un boîtier à 2200 € hors taxe. Il n'y a pas beaucoup de caméras dans cette gamme de prix qui offrent du 60 images par seconde en 4K. Ensuite, dans les menus, il y a le choix de la plage dynamique. Grosso modo, c'est un peu comme les profils d'image. Alors je vous avoue que là, les noms sont pas très clairs. Vidéo, ça ressemble à un Rec 709, un peu comme un profil standard. On n'a pas besoin de post-traitement ou alors très peu. Le mode Extended Vidéo, lui, il offre une plage dynamique un peu plus importante que le mode vidéo. Et puis enfin, le mode film, c'est celui qui utilise la courbe logarithmique, c'est du log, c'est celui qui offre la meilleure plage dynamique et là, la phase d'étalonnage est indispensable. Alors là, en mode film, les couleurs paraissent neutres
à l'écran, comme n'importe quel log, mais tu peux facilement activer une lutte avec un des boutons raccourcis. Par défaut, il y en a 4, je crois, sur la version Sika Pro. Moi, j'utilise la première, donc la Gen 5 Film to Extended Video. Tu peux aussi importer tes propres luttes. La caméra va pouvoir stocker jusqu'à 10 luttes personnalisées. Tu peux l'appliquer à l'écran tactile et à la sortie HDMI. Moi, j'applique la lutte avec un des boutons fonction et j'ai aussi paramétré les zébras et le focus speaking. Alors, côté autofocus, pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut un peu l'oublier pour cette caméra. La Sika Pro, c'est une caméra qu'on va utiliser principalement en mise au point manuel. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a un bouton de mise au point. Il suffit d'appuyer une fois dessus, la caméra va faire le point automatiquement au centre de l'image. Tu peux aussi choisir une autre zone de l'image pour faire la mise au point avec le tactile. Et il faut appuyer 2 fois sur le bouton de mise au point pour le remettre au centre de l'image. Mais ça reste une mise au point qui est assez lente, on doit être sur de la détection de contraste. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce que c'est pas le but de cette caméra, elle n'est pas faite pour faire de la mise au point automatique. Ce n'est pas un appareil photo. On a des outils comme le focus speaking pour faire une mise au point précise de manière manuelle. Personnellement, tous mes reportages ont été faits en mise au point manuelle et ça me pose pas trop de problèmes, on finit par s'habituer et limite je préfère le faire manuellement, comme ça je suis sûr de contrôler ce qui se passe dans mon image à 100%. Ensuite, la grosse nouveauté de cette nouvelle version, c'est la présence de filtres neutres intégré. Et je crois pas qu'il existe d'autres caméras dans cette gamme de prix à en posséder. Généralement, c'est une option qu'on retrouve uniquement sur les caméras cinéma haut de gamme ou les caméras de broadcast. Alors là, on a 3 densités de filtres, ND2, ND4 et ND6. Donc respectivement 2, 4 et 6 diaph. L'information, elle est clairement visible, elle est affichée au niveau des displays. Donc quand il y a clear, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre neutre devant le capteur. Et ensuite, dans les menus, tu peux même choisir comment la caméra va t'afficher la valeur du filtre neutre, soit un coefficient ND, soit la valeur de diaph ou soit une fraction. Alors on pourrait lui reprocher de ne pas monter plus haut dans les filtres neutres, par exemple ND8, ND10, notamment je pense à la FX6 qui a un filtre électronique à densité variable, ça permet notamment d'avoir des changements d'un tiers de diaph. Alors je rappelle qu'on est sur une caméra qui coûte 2135 € hors taxe, donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix que les caméras cinéma classiques. Donc ND2, ND4, ND6 c'est déjà pas mal, par contre ça sera certainement pas suffisant pour les scènes en extérieur que vous filmez avec un objectif à grande ouverture. Là il faudra compenser soit avec un autre filtre devant l'objectif ou avec les autres paramètres d'exposition. Alors j'ai voulu les tester pour voir si ces filtres affectent l'image au niveau de la teinte, de la température, est-ce qu'il y a des changements. Donc j'ai filmé un gris neutre ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, j'ai fait ma balance des blancs et puis ensuite sur DaVinci Resolve on va pouvoir vérifier s'il y a des changements de teinte ou non. Bon là pour moi je n'ai pas remarqué beaucoup de différence, le signal change un peu de forme, il doit avoir un léger vignettage. Après entre ND4 et ND6 on perd un petit peu de vert et de bleu, donc on va avoir une légère teinte chaude, mais c'est quand même assez léger, je pense que c'est négligeable. Donc on a voilà quand même des ND plutôt neutres je trouve. Après il y a la question qui a été pas mal posée aussi sur internet, est-ce qu'ils intègrent également un traitement anti-infrarouge? Alors oui la marque le précise, il y a un traitement anti-infrarouge, mais ça reste avant tout des filtres à densité neutre. Le traitement est plus léger et c'est vrai que j'ai remarqué de temps en temps au niveau des tons sombres, on a des tons un petit peu rouges, un peu magenta qu'on peut observer, surtout sur des scènes prises à contre-jour. Mais voilà, ça se corrige quand même assez simplement en post-production. Ensuite, au niveau de l'audio, on a vu qu'il y a une entrée stéréo 3,5 mm et on a aussi 2 ports audio mini XLR compatibles d'ailleurs avec l'alimentation Phantom 48 volts. Je vous ai fait un exemple, j'ai utilisé le MKE 600 de chez Sennheiser en tant que micro-caméra. Là, il est relié en mini XLR sur la caméra. Et j'ai aussi branché le Rode Wireless Go à la prise micro jack. Ça, c'est un peu le genre de config que je peux avoir en reportage. Alors, je vous teste l'enregistrement audio sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera Sika Pro. Donc là, j'enregistre ma voix avec 2 micros. Donc c'est un petit peu le style de config que je pourrais utiliser en reportage. J'enregistre ma voix avec le MKE 600, donc le micro semi-canon que là j'utilise en tant que micro-caméra. Il est relié en mini XLR directement sur la Sika Pro. Et puis j'enregistre aussi ma voix avec un micro-cravate, donc c'est le Rode Wireless Go, donc avec le Rode SmartLav Plus. Lui, il est branché en micro jack directement sur la Sika Pro. Et là, l'intérêt de cette config, c'est que je peux enregistrer ma voix avec ces 2 micros et donc avoir un micro sur une piste séparée.
Ensuite, une autre caractéristique majeure de ce boîtier, c'est le Blackmagic RAW. Le bi-RAW comme on l'appelle, c'est assez dingue de se dire qu'une caméra dans cette gamme de prix est capable de sortir du RAW. Et en plus, ils ont créé un codec qui est facile à utiliser et plutôt de bonne qualité. Et puis tu peux choisir aussi le niveau de compression qui convient le mieux à ton projet. Perso, j'ai eu aucun ralentissement sur mon PC. D'ailleurs, j'ai monté mes reportages sur la dernière config que je vous ai présentée en vidéo et ça tourne sans problème. En plus, avec le Blackmagic RAW Player, tu peux lire tout de suite le fichier sans avoir à l'ouvrir dans DaVinci Resolve ou autre logiciel de post-production. Donc ça, c'est génial, ça permet de trier ses plans dans son explorateur de médias avant même de passer au montage. Évidemment, le bi-RAW, il est pris entièrement en charge par DaVinci Resolve. D'ailleurs, autre élément qui peut vous convaincre d'acheter une caméra Blackmagic, c'est qu'ils offrent une licence pour la version studio de DaVinci Resolve si vous prenez une de leurs caméras. Autrement, la version studio, tu peux l'acheter sur les boutiques en ligne. Je rappelle, ce n'est pas un abonnement, c'est un achat unique et vous avez la version studio à vie. D'ailleurs, j'ai un code de réduction si vous prenez la version studio ainsi que ce trépied, le Benro 34 CLV que j'ai utilisé sur mes 2 derniers reportages et je vous prépare une vidéo sur ce trépied. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans la description. Également, la Sika Pro dispose de la nouvelle colorimétrie de 5e génération. C'est la même que celle de l'Ursa Mini Pro 12K. Elle est censée capturer plus de données de couleurs dans les hautes et basses lumières, avec notamment des teintes de peau plus précises et des couleurs plus fidèles. Ensuite, on retrouve différents outils typiques d'une caméra cinéma. On a les zébras, on a le focus picking, on a les repères de cadrage, on a aussi une grille où on va pouvoir afficher la règle des tiers, l'horizon ou un repère au centre de l'image. On peut afficher aussi une zone de sécurité. Pour l'exposition, on a vu qu'on a un histogramme. Alors on n'a pas de waveform, mais il y a le false color pour ceux qui aiment utiliser ce genre d'aide à l'exposition. Et puis on peut aussi demander au boîtier de nous afficher la vitesse d'obturation ou l'angle. Donc on a vraiment un boîtier qui est conçu pour la vidéo et c'est rare d'avoir autant d'options de ce genre sur un boîtier de cette gamme. Alors le point négatif, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui quasiment tous les appareils photo hybrides ont un capteur stabilisé. Là, ce n'est pas le cas avec cette caméra. Mais dans tous les cas, il faut choisir, ce n'est pas possible dans une caméra pour l'instant d'avoir un capteur stabilisé et des filtres neutres. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc il faudra faire attention si vous l'utilisez à main levée, d'utiliser plutôt une optique stabilisée. Moi, c'est pour ça que j'avais pris le 16-35 mm f4 parce qu'il est en version IS, donc il a une stabilisation optique. Ou alors, il faut essayer d'alourdir son rig pour avoir quelque chose de plus stable en main. J'ai fait aussi quelques travelling avant à main levée avec le 16-35 mm f4. Bon, ça gigote un peu, mais voilà, je trouve que dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire, on peut utiliser ce genre de plan. Alors la Blackmagic Pocket Sika Pro, ce n'est pas un appareil photo, ça je pense qu'on l'a compris maintenant, mais en plus de l'option qui permet de prendre une capture en DNG, il est possible de sortir une image au format TIFF à partir des vidéos. Il y a une option d'ailleurs, c'est très simple à faire sur DaVinci Resolve, et ça c'est génial parce que sur mes reportages, il n'y a pas toujours quelqu'un qui m'accompagne pour les making-of, pour me prendre en photo pour les réseaux sociaux, et là du coup, même en faisant que la vidéo, je peux quand même tirer des photos plutôt de bonne qualité. Je vais pouvoir les poster sur les réseaux sociaux. Je peux même les envoyer à mon client pour ses réseaux sociaux parce qu'avec un brin de retouche, la qualité est très bonne. Du coup, quel est le prix de cette caméra? La Sika Pro, on la trouve aux alentours de 2135 € hors taxe et on peut la trouver par exemple chez Miss Numérique, elle est en promo aux alentours de 2250 €, toutes taxes comprises. Donc on est sur un prix moyen. Oui, c'est déjà une bonne somme, mais par rapport aux caractéristiques et aux performances qu'elle propose, là on est quasiment sur le prix d'un A7 III, alors que pourtant elle peut filmer en 6K, elle peut filmer en RAW, on a du 50 images par seconde en 6K et on a des filtres intégrés. Tout ça, encore une fois, c'est des caractéristiques qu'on retrouve sur des caméras de gamme bien supérieure. Donc ça, c'est vraiment la force, la qualité de Blackmagic, qui possède des produits avec des grosses performances et qui sont plutôt accessibles financièrement. Mais c'est des caméras qui vont pas convenir du tout à tout le monde et à toutes les pratiques. Donc il faut bien réfléchir à son choix en amont. Et justement, je vais finir cette vidéo par vous donner mon avis sur cette caméra. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit en intro, moi j'avais vraiment pas l'habitude de l'univers Blackmagic et j'avais pas eu non plus entre les mains la version 4K ou la version 6K, donc ça a été aussi beaucoup de découvertes pour moi. Et ça, c'est ce qui me plaît avec cette caméra, c'est la nouveauté. C'est d'avoir un boîtier qui est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur un appareil photo réflexe ou hybride. Et moi, c'est des boîtiers que j'ai l'habitude de tester depuis plusieurs années. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un produit qui est vraiment dédié à la production vidéo. Donc on a quand même des choses, des caractéristiques, des performances qui nous sont vraiment données et pas juste à moitié, comme on le retrouve généralement sur les mêmes gammes mais chez les appareils photo hybrides. On a 2 ISO natifs, on a des filtres ND, on a 2 entrées audio mini XLR, on a un écran très lumineux, il y a différentes options pour le support de stockage sur une carte CFast
sur un disque dur. On peut afficher le shutter en angle, ça c'est une option qu'on retrouve plutôt sur les caméras cinéma. Donc c'est vraiment une caméra qui est orientée à 100% pour la vidéo. Et on peut même la considérer, je pense, comme une caméra cinéma. Alors Pocket sur cette version, ça n'a plus trop de sens parce que là on est quand même sur un gabarit assez imposant. Et ça peut être un élément décisif sur le choix d'une caméra. Est-ce que vous voulez un boîtier léger, discret, que vous allez toujours pouvoir emmener avec vous, ou à contrario, est-ce que le poids et le volume, ça n'a pas trop d'importance pour vous? Personnellement, moi c'est le cas pour certaines choses, je ne cherche pas du tout à avoir une caméra minuscule qui tient dans la poche, même des petits boîtiers, voilà. Les caméras de cinéma, elles sont imposantes. Alors oui, il faut prendre aussi en compte les accessoires, mais moi c'est ce qui m'intéresse justement avec cette caméra, avec la Sika Pro, c'est d'avoir un workflow différent par rapport aux petits boîtiers hybrides, d'avoir un workflow peut-être plus orienté sur la production vidéo. Là j'ai une caméra qui est orientée pour la vidéo et qui a aussi des menus qui sont construits et pensés pour la vidéo, pour les filmmakers. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les expériences sur mes 2 derniers reportages que j'ai eu avec cette caméra, ça s'est vraiment bien passé. Alors un autre élément qui peut rentrer en compte dans votre choix, c'est l'impression que donne votre caméra. Ça peut être important devant le client de montrer que vous avez du bon matos. Généralement, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, une grosse caméra, ça veut dire un investissement important, c'est une caméra qui coûte cher. Voilà, il va pas le confondre avec un appareil photo. Et ça peut rajouter de la valeur à vos prestations. Alors en principe, oui, ça ne devrait pas être un facteur important, mais c'est le cas, c'est une réalité, donc ça peut être un élément qui va rentrer en compte. D'autant plus si vous avez accessoirisé le boîtier, là on aura vraiment l'impression d'avoir une caméra type reportage télé ou cinéma. Alors je conseille cette caméra pour des documentaires, de la fiction, des courts-métrages, des petites productions, des clips, des projets qui peuvent bénéficier de la Sika, d'une plage dynamique plus importante, d'un enregistrement en RAW. Pour la captation, ça peut être intéressant également parce que la caméra n'a pas l'air de surchauffer, il n'y a pas de limite d'enregistrement non plus. Je la déconseille par contre pour du vlog, pour des facecam, peut-être pour des petites vidéos YouTube. Là, vous allez perdre en efficacité, je pense. Quand vous filmez en RAW, il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de boulot derrière. Il faut quand même une bonne machine pour faire tourner leurs fichiers et puis il y a la phase d'étalonnage. Il n'y a pas non plus d'autofocus, donc si c'est quelque chose que vous utilisez quotidiennement et qui est important pour vous, la caméra va pas vous convenir du tout. Par contre, si vous avez cette envie d'apprendre la fiction, de faire des courts-métrages, de travailler un peu plus de votre technique, de vous améliorer en vidéo, là je pense que la Sika Pro peut être très intéressante pour un budget moyen. Alors par contre, généralement, vous allez avoir besoin d'accessoiriser la caméra, la cage, peut-être un follow focus, des rails, une poignée supérieure. Donc c'est vrai que le prix va monter assez rapidement, d'autant plus avec le support de stockage, carte CFAS, carte SD, disque dur. Donc ayez aussi en tête qu'il faudra rajouter une certaine somme pour accessoiriser correctement la caméra. Mais ça reste toujours moins cher qu'une FX3 ou une C70. Par contre, faut pas oublier, il n'y a pas de stabilisation du capteur, il n'y a pas d'autofocus, on en a parlé. Ça aurait pu être bien peut-être d'avoir juste un support caoutchouc, voilà, pour mettre un petit micro rapidement, ça peut être assez pratique, surtout si on n'a pas envie d'utiliser tout de suite avec une cage. Après, les différences par rapport à la version Sika, c'est qu'on a maintenant des filtres ND intégrés, l'écran est plus lumineux, il est monté sur charnière, on a aussi des batteries de meilleure capacité, et puis on a l'option du viseur et les 2 entrées mini XLR. Donc c'est quand même des nouveautés assez importantes. Après, je pense qu'il va avoir vraiment très peu de différence au niveau de la qualité d'image, en tout cas entre la version Sika et la version Sika Pro. Donc si vous possédez aucune caméra Blackmagic, je partirai plutôt sur la version Sika Pro. Si vous avez déjà la version Sika et que vous hésitez avec la Sika Pro, vous avez peut-être même déjà plein d'accessoires avec la Sika, là voilà, j'avoue qu'il faut bien réfléchir parce que en termes d'image, je pense que vous aurez la même chose, mais si les différences dont on a parlé sont importantes pour vous, oui, ça peut être intéressant de passer sur la version Sika Pro. Voilà les amis, alors désolé, la vidéo a été un peu longue, mais bon, vous me connaissez et puis il y avait plein de choses à dire. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette caméra? Est-ce qu'elle vous intéresse? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à découvrir mes 2 derniers reportages tournés entièrement avec la Blackmagic Sika Pro. Il y a aussi un making-of à chaque fois, il y a eu un reportage sur les soigneurs animaliers d'un parc zoologique et un reportage sur un cavalier voltigeur. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, donc surtout n'hésitez pas à aller soutenir ces vidéos et puis à aller les voir. Alors pour ceux que ça intéresse, cette vidéo elle a été entièrement montée et étalonnée sur DaVinci Resolve version studio, et la musique, c'est vrai que j'en parle pas suffisamment, mais la musique provient de la plateforme Artlist. C'est celle que j'utilise, voilà, pour toutes mes vidéos YouTube, et notamment les 2 derniers reportages, toute la musique provient de cette plateforme. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, j'adore les styles de morceaux qui sont dessus, et puis surtout l'intérêt c'est que tu peux utiliser leurs morceaux dans des projets clients, donc ça c'est très intéressant pour nous autres vidéastes. Vous avez 2 mois offerts si vous passez par mes liens, vous avez toutes les informations dans la description. Voilà les amis, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, nous on se dit à la prochaine, ciao les artistes!